En 2009, le premier film Avatar devient le plus grand succès commercial de l'histoire du cinéma avec plus de 250 millions de spectateurs et de spectatrices. Un succès qui s'est renouvelé 13 ans plus tard à la sortie du second volet de la saga avec plus de 180 millions d'entrées. Outre les prouesses technologiques, le succès de la saga Avatar s'explique aussi car les films abordent de grandes questions contemporaines. La protection de l'environnement, le pouvoir des biotechnologies ou encore la multiplication des guerres. Autant de sujets qui méritent un regard anthropologique pour mieux comprendre pourquoi ces films ne nous laissent pas indifférents. À l'approche de la sortie du troisième volet d'Avatar, prévu pour le 17 décembre 2025, on reçoit dans cet épisode l'anthropologue Péric Pitrou qui vient de publier son nouvel ouvrage chez les éditions PUF, Comment habiter notre planète, une lecture d'Avatar. Merci pour cette invitation à vous parler de ce livre. J'ai d'autant plus de plaisir à le faire que j'ai le livre qui vient d'arriver au laboratoire d'anthropologie sociale, et donc que je tiens entre les mains. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un ouvrage qui propose une interprétation anthropologique du film de James Cameron, Avatar, ou plutôt de la saga Avatar, puisqu'il y a eu plusieurs épisodes, comme vous le savez. Et donc, Comment habiter notre planète, une lecture d'Avatar, propose une interprétation anthropologique des deux premiers épisodes. Ce que j'ai fait dans ce livre, c'est que je me suis appuyé sur le domaine de l'anthropologie de la vie, puisqu'il y a eu certaines interprétations qui étaient faites du côté de l'histoire de l'art, de l'histoire du cinéma, de l'histoire de la science-fiction. Et là, je m'appuie vraiment sur l'anthropologie de la vie pour proposer des pistes d'interprétation assez inédites. L'anthropologie de la vie, c'est un domaine de l'anthropologie que j'ai identifié à partir de la lecture d'une grande quantité de textes publiés depuis plus d'un siècle jusqu'à la période contemporaine, avec une sorte d'effervescence depuis les années 90. Et donc c'est un domaine qui est constitué par des auteurs qui abordent la question de la vie à partir de perspectives très diverses. Et le programme de recherche que j'ai développé dans mon équipe et aussi dans le livre « Ce que les humains font avec la vie » consiste à essayer de comprendre ce que les anthropologues ont à l'esprit, ou plutôt ce qu'ils décrivent lorsqu'ils parlent de la vie. Avec une question initiale qu'on peut poser, qui est la suivante. Dans le fond, il y a déjà une science qui s'occupe de l'étude de la vie, c'est la biologie, ou éventuellement l'écologie. Les sciences de la vie existent d'ores et déjà. Alors, quel est le positionnement de l'anthropologie ? C'est de dire que, à travers les enquêtes ethnographiques que les anthropologues mènent partout dans le monde, on n'étudie pas les processus vitaux ou le monde vivant comme le font les sciences de la vie. On s'intéresse sur les conséquences des processus vitaux, sur les conséquences du vivant, sur l'organisation des sociétés humaines. Et donc c'est cette étude de ce que j'appelle la vie en société qui constitue, de mon point de vue, le programme de l'anthropologie de la vie. Alors qu'est-ce que c'est la vie en société ? C'est le fait que, par exemple, il y a un certain nombre de processus comme la naissance, la reproduction, la croissance, la mort, la régénération, des processus que les humains, dans toutes les sociétés, il y a vraiment une dimension universelle, ont observé. Et donc l'anthropologie de la vie vise à décrire en fait ces théories, ces conceptions, ces systèmes explicatifs, et pas simplement d'une façon théorique ou spéculative. On s'appuie sur les enquêtes de terrain qui visent à corréler les conceptions de la vie et donc les manières d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a de la croissance, pourquoi est-ce qu'il y a de la mort, pourquoi est-ce qu'il y a des naissances. Donc on essaye de corréler cette question-là, aussi avec d'autres faits sociaux qui sont par exemple les techniques, puisque les humains développent des idées autour des effets de la vie en relation à leurs pratiques. L'agriculture, la chasse, la médecine, le soin des enfants. Et donc le programme de l'anthropologie de la vie consiste à s'intéresser à la fois aux conceptions et à leur mise en pratique dans des techniques, mais aussi à l'organisation sociale qui se fait autour des interactions avec le vivant. Par exemple, je prenais le cas de l'agriculture,
Eh bien, dans l'agriculture, si vous avez des pratiques de semaille ou des pratiques de récolte des céréales, eh bien, ces pratiques, elles sont à la fois, elles mobilisent des conceptions de la croissance, elles mobilisent aussi des techniques pour savoir comment cultiver, mais elles ne sont rien en dehors d'un ordre social qui va organiser la division du travail, qui va éventuellement organiser aussi la circulation des richesses dans une société. Et donc toutes ces dimensions, donc théorie, technique et institutionnelle, donc ces organisations sociales, toutes ces dimensions sont précisément ce que les anthropologues de la vie étudient et que les sciences de la vie ne peuvent pas étudier. Et donc c'est un petit peu notre rapport en quelque sorte sur la question. Alors il y a un autre point qui est important, en fait un niveau dans lequel les sociétés humaines envisagent la vie comme un pouvoir. Et donc il y a une dimension de pouvoir, il y a une dimension politique qui est au cœur du modèle comparatiste que je développe pour comparer les théories de la vie que je viens de mentionner. On peut prendre des exemples assez simples en fait. Quand vous faites pousser une plante, quand vous élevez un animal, quand vous exercez des soins sur un enfant, vous avez la conscience d'exercer un pouvoir sur le vivant. Mais dans le même temps, il y a un fait universel qui est que toutes les sociétés humaines savent que ce pouvoir est limité. Et donc les humains, en même temps qu'ils font l'expérience du pouvoir sur le vivant, font l'expérience d'une forme d'impuissance aussi. Et ça les conduit à imaginer, à concevoir des systèmes explicatifs dans lesquels en fait le pouvoir de la vie et de la mort est détenu non pas par les humains, mais par des non-humains, par des agents qui sont des dieux, des ancêtres, des entités de la nature, autant d'êtres que Martial Salins appelle des métapersonnes, et c'est une notion que j'utilise beaucoup dans le livre. Et donc les métapersonnes sont ces entités non humaines qui disposent du pouvoir de vie, et les humains développent un certain nombre de stratégies pour pouvoir socialiser les pouvoirs de la vie. Et une de ces techniques qu'on observe en fait dans toutes les sociétés, c'est le fait qu'il existe des rites dont l'objectif est spécifiquement de demander à des métapersonnes d'apporter leur aide, soit pour favoriser la prospérité, soit pour protéger la vitalité ou la santé des individus, soit pour assurer la croissance des récoltes, etc. Et donc l'anthropologie de la vie telle que je la développe dans l'ouvrage précédent consiste justement à comparer pas les rapports à des animaux, mais à comparer des systèmes politiques qui accordent une place à des métapersonnes qui ont le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. Et ça conduit sur une troisième dimension, enfin un troisième point qu'il faut mentionner, le corollaire de cette idée que les humains n'ont pas le plein pouvoir de faire vivre et de faire mourir, c'est associé à une autre expérience qui est que, individuellement et collectivement, nous faisons l'expérience de la fragilité, de ce que c'est que d'être en vie. Là, il y a aussi un fait universel qui est associé à tout un ensemble de pratiques et d'institutions qu'on observe partout dans le monde, mais alors qui peuvent varier, qui visent à prendre soin de la fragilité d'un enfant au moment de sa naissance, de l'état de la maladie, des situations de handicap, du moment du vieillissement, autant de situations où les humains, en fait, font l'expérience d'une forme d'impuissance à contrôler complètement ce que c'est que d'être en vie. Qu'est-ce que l'anthropologie de la vie ? C'est à la fois en fait un domaine de recherche que j'ai identifié, que j'ai cherché à cartographier en fait, en faire une cartographie conceptuelle, mais c'est aussi un domaine dans lequel j'ai proposé un modèle comparatiste pour essayer de trouver les moyens en fait de comparer différentes sociétés les unes avec les autres. Merci pour ces explications sur l'anthropologie de la vie qui permettent justement de comprendre ce que vous développez dans le livre. Alors justement, pourquoi avoir choisi les films Avatar ? Qu'est-ce que cela dit de nous et de nos sociétés ? Peut-être que je peux revenir en fait à l'origine des questionnements sur la vie extraterrestre. Il est apparu une autre thématique
autour de laquelle l'anthropologie pouvait réfléchir, c'est la question de la vie extraterrestre, et plus précisément de l'exobiologie. Ça désigne un champ de recherche qui s'interroge sur la possibilité de trouver une vie ailleurs dans l'univers. Comment, étant donné les conditions qu'on connaît sur Terre, et étant donné les conditions d'habitabilité qu'on peut découvrir ailleurs dans l'univers, comment est-ce qu'on peut apporter un élément de réponse à la question, y a-t-il une vie ailleurs dans l'univers ? Et donc il se trouve qu'il y a eu beaucoup de projets interdisciplinaires qui proposent en fait une réflexion sur les origines de la vie, à la fois sur Terre et dans l'univers. Et donc être invité et sollicité pour participer à cette réflexion en tant qu'anthropologue m'a conduit en fait à développer un programme assez classique d'anthropologie des sciences. Il est apparu aussi intéressant de voir que les conceptions de la vie extraterrestre dépendaient de contextes socio-culturels et que selon les périodes, selon les cultures, eh bien, on s'imagine la vie extraterrestre d'une façon très différente. Il existe des représentations artistiques, religieuses, des mythologies dans lesquelles on peut voir et étudier cette diversité. Et c'est dans cette perspective que j'ai organisé il y a quelques années un cycle de films au cinéma Le Grand Action à Paris, qui était un cycle de ciné-débat où on présentait des films qui avaient tous en commun d'aborder la question de la représentation de la vie extraterrestre. Et l'originalité de ce programme était qu'à la fin de chaque séance, nous réunissions des spécialistes des sciences sociales et des sciences de la nature pour décrire en fait les représentations de la vie dans les films, à la fois la vie comme un phénomène biologique ou écologique, mais aussi la vie comme une forme de vie, une organisation sociale. Et donc c'est à ce moment-là, même si à l'époque je n'avais pas pu projeter Avatar, que m'est venue l'idée, en fait, de travailler sur ce film, qui évidemment rentre en plein dans le questionnement que je viens d'évoquer. À la fois, dans Avatar, il est question d'une autre planète, donc qui graviterait. Alors techniquement, c'est une exolune, c'est-à-dire que c'est une lune qui gravite autour d'une planète, Polyphème, qui est située dans un autre système solaire. Au moment de la la sortie de Avatar 2, La Voix de l'eau, en 2022, j'ai eu la chance d'être interviewé par un journaliste du journal du CNRS. Et suite à la publication de l'entretien, donc on me demandait ma position sur Avatar. Comme j'avais organisé donc un certain nombre de cycles de films, on voulait avoir mon point de vue. Donc j'ai proposé une analyse de Avatar, premier épisode, avant la sortie de Avatar 2. Et suite à cet entretien, en fait, j'ai eu l'occasion d'être invité à l'émission Click sur Canal+, d'aller à France Culture, de publier une tribune dans Le Monde. Et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait de la part pour le dire vite, des journalistes, mais aussi du public, il y avait des interrogations concernant le film. Pourquoi est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que ça marche ? Et le fait qu'on interroge un anthropologue, pour moi, était un signe qu'on avait besoin d'un éclairage spécifiquement anthropologique. Qu'une des raisons pour lesquelles le film Avatar avait autant de succès, c'est qu'il traitait les problèmes les plus contemporains concernant la question de la vie sur notre planète, la vie sur une autre planète et sur la manière d'habiter notre planète. Les 4 grandes questions contemporaines qu'on voit traitées dans Avatar, c'est les questions relatives à la protection de l'environnement, à la multiplication des guerres, au pouvoir des biotechnologies, mais aussi à leurs limites, et des questions liées à la diversité, au respect de la diversité des cultures. Toute une dimension du film qui est en fait la découverte par Jack, le personnage principal, d'une nouvelle culture. Donc il arrive sous sa forme d'avatar, donc sous la forme Na'vi. Il arrive dans une société qu'il ne connaît pas. Donc j'explique dans le livre que ça reprend un peu des grandes lignes de ce qu'est l'enquête ethnographique. Bien évidemment, l'enquête ethnographique est beaucoup plus systématique, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus organisée. Mais il y a quelque chose qui évoque cette découverte d'une culture.
Et le point, je dirais, d'aboutissement de la compréhension de la culture des Na'vi par Jack, c'est le moment où, en quelque sorte, il comprend non seulement les règles sociales entre les Na'vi, mais aussi les règles d'interaction avec le vivant. Comment est-ce qu'on doit respecter les animaux, respecter les végétaux. Mais il y a aussi un troisième niveau qui est comment est-ce qu'on interagit avec le pouvoir de vie et de mort qui est détenu par Eywa, qui est donc la terre-mère, qui est une métapersonne qui est assez centrale dans le film et qui correspond en fait dans beaucoup de ses pouvoirs à des descriptions qu'on peut trouver dans l'ethnologie amérindienne. C'est-à-dire des situations où, comme je l'évoquais tout à l'heure, face à la fragilité de l'existence, par exemple lorsqu'il y a un nouveau-né qui naît, qui vient sur Terre, ou sur Pandora dans ce cas-là, eh bien les Na'vi demandent en fait à Eywa de protéger ce nouveau-né. Quand quelqu'un est gravement malade, on demande aussi à Eywa de permettre à cette personne, comme c'est le cas de Grace, d'être sauvée, d'être guérie. Ça ne marche pas. Pour Jack, ça fonctionne, puisque là, on demande justement à la terre-mère de transférer l'identité individuelle, personnelle de Jack, depuis son corps humain vers son corps de Na'vi. Donc ça, c'est le premier grand courant que j'ai utilisé dans le premier chapitre pour montrer comment les spectateurs, en fait, sont invités à accompagner un parcours de recherche qui les conduit à mieux comprendre les règles d'une société, les règles aussi d'interaction avec le vivant, mais aussi des règles cosmo-biopolitiques d'interaction avec la terre-mère, avec Eywa. Ensuite, dans l'anthropologie de la vie, telle que je l'ai cartographiée dans l'ouvrage précédent, j'ai identifié, enfin c'était pas très difficile, puisque c'est des ouvrages majeurs de la discipline, il y a tout un courant qui aborde la question de la vie, du vivant et des biotechnologies à travers un domaine de recherche qu'on appelle les Science and Technology Studies. C'est les études de sciences et de technologie, STS. Et donc, voilà, ces recherches visent à la fois à comprendre comment des scientifiques développent des savoirs sur la vie, donc dans des laboratoires de sciences, mais aussi comment ils construisent des biotechnologies. Par exemple, ça peut être des thérapies, ça peut être de la culture cellulaire, donc tout un ensemble ou même la création de biobanques qui permettent de conserver des fragments du vivant pour après les utiliser ultérieurement. Un cas typique qui va avoir de l'importance, c'est les biotechnologies reproductives. À partir du moment où vous permettez à une société de traiter le problème de la stérilité grâce à des biotechnologies, eh bien, ça a une influence après sur la manière de concevoir la parenté qui suscite vraiment des enjeux qui ne sont pas simplement scientifiques, qui sont proprement anthropologiques. Donc ça, c'est tout le domaine des STS, enfin tout le domaine, c'est des problématiques qui sont au cœur des STS. Et il est très intéressant de voir qu'elles permettent aussi, c'est ce que je fais dans le chapitre 2, de rentrer dans l'analyse d'un grand nombre de séquences d'avatars, à commencer par la technologie avatar, qui consiste en fait en une double prouesse. La première consiste à cultiver des êtres vivants qui sont ce qu'on peut appeler des bio-objets, donc de les faire croître. C'est des objets qui sont aussi des objets hybrides, ils sont à la fois hybrides et clonés, puisqu'ils sont une partie en fait de l'ADN de l'humain pour lequel on veut produire un corps de Na'vi, et c'est un ADN qui est mixé avec un ADN d'un Na'vi, en général qui reste anonyme, ce qui est un point un petit peu aussi particulier, mais bon, rentrons pas dans les détails. Donc cette technologie avatar, c'est à la fois la capacité à faire croître un être chimérique qui est à la fois humain et Na'vi. Celles et ceux même qui n'ont pas vu le film, on voit un petit peu comment sont ces Na'vi. Ils sont d'une taille de presque 3 mètres, la peau bleutée. Ils sont anthropoïdes, mais on voit nettement qu'ils n'appartiennent pas à la race humaine. Ils ont des longues queues derrière. Donc là, il y a une première prouesse technologique qu'on peut analyser et qui correspond, qu'on peut analyser avec les instruments des anthropologues. Mais la deuxième prouesse, c'est aussi la capacité de connecter le cerveau d'un humain à cet avatar. Et donc c'est la deuxième grande prouesse, alors là qui est beaucoup plus... tout est l'ordre de la science-fiction, mais disons là, cette partie où il y a une connexion à la fois
du cerveau à un réseau digital qui après va se répercuter sur l'avatar. Là, évidemment, on plonge dans des choses qui sont complètement impossibles. Mais ça permet tout de suite de dire que l'intervention sur les corps, sur la biologie, est toujours une intervention biotechnique. C'est-à-dire que pour révéler des potentialités du vivant, il y a toujours une technique qui est mise en œuvre. Donc les STS permettent de décrire cette prouesse technique. Elles permettent aussi finalement de réfléchir à une autre dimension que j'étudie dans le chapitre 2, qui sont les questions liées à la parenté. Plusieurs cas de figure. Il y a 2 enfants biologiquement faits par Jacques et sa femme Navi. Donc là, c'est des enfants entre guillemets biologiques. Il y a Kiri, qui est la fille de Grace, qui est donc la scientifique, qui est décédée à la fin du premier épisode. Et il se trouve qu'au début du deuxième épisode, on comprend que son corps de Navi a donné naissance à une petite fille Navi, à Kiri, donc selon des voies qui demeurent un peu mystérieuses. Et donc là, cet enfant, même si elle n'est pas reliée biologiquement à Jack et Nerity, elle est adoptée. Et donc ça montre dans la famille en fait qu'il y a plusieurs façons de faire famille. Le troisième courant de l'anthropologie qui aborde la question de la vie, c'est le courant par exemple de l'anthropologie de la nature, représenté par Philippe Descola, ou de ce que j'appelle les écologies de la vie. Et là, la question de la vie est abordée à travers la question de l'interaction entre les sociétés humaines et les vivants non humains, ou les milieux de vie non humains. Dans Avatar, ça m'a été très utile en fait d'utiliser ces réflexions anthropologiques parce que les commentaires concernant le film mettent en avant d'une manière générale une idée assez acceptée, qui est que James Cameron est un ardent défenseur de la protection de la nature et des peuples autochtones qui vivent au plus près de la nature. Et dans son film, en première approche, on pourrait dire qu'il y a une opposition entre une société ultra technicisée qui est les humains, les terriens arrivant sur Pandora et qui vont tout détruire, et de l'autre côté, une société que Cameron a voulu pré-néolithique, qui soit une société qui finalement est une culture matérielle très rudimentaire. Et donc apparemment, on a un film qui est très dichotomique, avec d'un côté la technique et de l'autre côté la nature. En vérité, en s'appuyant sur les travaux d'anthropologie de la nature, d'écologie de la vie, mais aussi des travaux d'anthropologie des techniques, on se rend compte que le film est beaucoup plus intéressant à analyser comme étant un film qui cherche à faire comparaison entre 2 formes de techniques, entre 2 univers technologiques. Un univers ultra technologique humain qui est capable de construire des avatars, d'avoir des vaisseaux qui peuvent faire des voyages spatiaux. Et de l'autre côté, on a une technique low-tech, entre guillemets, mais qui est en fait très développée. C'est-à-dire que c'est une technique qui s'appuie sur les dynamiques de la nature, en fait. Et donc, il y a tous ces passages où on voit, par exemple, les personnages se connecter avec leurs mèches de cheveux neuronales à des sortes de chevaux ou à des sortes de dragons ou à des sortes de poissons volants. Eh bien, dans ces moments-là, que se passe-t-il ? Et en fait, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a véritablement l'apprentissage de ce que j'appelle une technique du vivant, une façon de faire, de coordonner les mouvements de nos corps. Alors, il existe déjà des techniques du corps, c'est Marcel Mauss qui nous l'a bien expliqué, marcher, courir. Et dans le film, justement, Jack, dans son corps d'avatar, il doit apprendre de nouvelles techniques du corps. Et après, la deuxième étape, c'est une fois qu'il a appris en fait à habiter son corps, il doit aussi apprendre à coordonner ses mouvements avec d'autres mouvements. Et là, c'est les scènes que je viens de décrire. Et là, ce qui est important, c'est de bien noter la distinction avec des conceptions qu'on peut avoir de la domestication animale, où les humains seraient là juste pour imposer leur volonté aux animaux, pour les enfermer en quelque sorte dans leur propre projet. Là, ce qui est décrit, c'est une forme d'alliance, de compagnonnage entre un avis et une autre espèce, mais c'est une technique. Toutes les façons de se connecter à la terre-mère, à Ewa, de lui demander d'agir, on peut dire que c'est aussi une technique. Et donc, dans le chapitre 3 du livre, je m'attache à mettre en regard les techniques humaines et les techniques Navi,
en disant qu'apparemment au début on a l'impression que le combat il est perdu d'avance si d'un côté on a les flèches qui sont très rudimentaires, qui sont plantées dans les roues d'un grand camion et donc c'est le plein pouvoir des terriens, on se dit bon bah là effectivement le combat est perdu d'avance. En vérité, qui gagne à la fin, ce sont les Na'vi, ce sont les habitants de Pandora, parce que leur technique, en fait, même si elles ne s'appuient pas sur des lourds dispositifs matériels, elles sont étroitement connectées au pouvoir de la vie, au pouvoir des êtres vivants, et c'est dans cette alliance, en fait, que les humains n'ont pas réussi à établir, que les Na'vi ont tiré, en fait, le moyen d'être plus puissants. Et donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Et l'autre point par rapport aux techniques qui est aussi un point que je développe en fait dans le chapitre 3, c'est l'idée qu'il n'y a pas simplement dans les techniques une façon d'étendre le pouvoir individuel, il y a aussi une façon de construire des milieux. Et donc les humains sont des spécialistes pour créer des milieux artificiels. Et on voit qu'il y a plein de moments dans le film, à commencer par les premières scènes, où on est embarqué dans un vaisseau spatial, qu'on peut appeler en anglais un life support system, un système support vie. C'est un système dans lequel on a beau être éloigné de la Terre, eh bien les humains, par leur technique, ils ont réussi à créer un système artificiel qui reproduit des conditions suffisantes pour survivre en fait dans l'espace ou pour survivre sur notre planète. Et les humains sont en quelque sorte les spécialistes, on le voit dans le film, pour avoir des environnements qui sont en quelque sorte artificiels, qui sont externalisés et qui viennent se superposer à la planète. Donc il y a des moments où on voit comme ça, il y a des caissons qui arrivent sur la forêt. Et c'est aussi l'entreprise coloniale qui fonctionne comme ça. Il y a l'idée qu'à un moment donné, la technique permet d'arriver dans un territoire étranger et en fait d'y imposer ou de surimposer sa force. Du côté des Na'vi, ce que le film nous montre, c'est une façon d'habiter la planète qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus intégrée en fait à des dynamiques écologiques. Prenons comme exemple les demeures, les maisons où sont les Na'vi, soit dans la forêt, soit dans l'île, donc dans la mangrove. Dans les deux cas, on a affaire à des constructions architecturales dont la caractéristique est de permettre le passage de l'intérieur à l'extérieur sans qu'il y ait de portes, sans qu'il y ait de murs. Et donc il y a l'idée que pour habiter un espace comme la forêt ou une zone littorale, eh bien, il faut juste se connecter d'une façon souple à l'environnement général. Et donc là, il y a un autre contraste qui est important à voir, c'est que effectivement, les Na'vi ont développé des techniques qui semblent plus rudimentaires, mais en fait qui sont beaucoup plus résilientes et beaucoup plus capables de s'articuler avec le pouvoir de la vie sur la planète. Alors il y a un dernier courant de l'anthropologie qui a été très important, c'est toute la réflexion qui s'est développée dans le domaine de l'anthropologie de la biopolitique et l'anthropologie de la vie ordinaire. Et en particulier chez les auteurs comme Didier Fassin ou Vinadas, il y a toute une nouvelle réflexion pour identifier comment en fait l'anthropologie doit prendre en compte en fait des phénomènes qui ont été souvent mis de côté par la tradition anthropologique. Et ces phénomènes en fait sont souvent liés à la fragilité des vies humaines, à des situations de rapports de pouvoir inégaux, à des situations de souffrance. Et donc, chez ces auteurs et d'autres que je discute dans les deux livres, il y a l'idée que avant de connaître les humains, ou tout en connaissant les humains, il faut aussi reconnaître en fait comment les humains sont capables d'exercer des formes de violence, comment les humains peuvent souffrir. Les sociétés étudiées classiquement, il y a tout un nouveau pan de recherche sur des zones de guerre, sur des zones de catastrophe, sur des endroits où l'humanité en fait continue à agir socialement, mais en ayant des effets que l'anthropologie a tardé en fait à reconnaître, comme la souffrance ou la violence ou même la question des inégalités des vies humaines. Et à partir de cette grille de lecture, en fait, la quatrième partie remarque ce qui est une évidence, mais en fait qui n'est pas toujours bien analysé dans toutes ses conséquences. Avatar est un film de guerre.
Et en fait, le film de guerre est un genre qui est très ambivalent, puisque il y a deux grandes tendances, pour vraiment le dire d'une façon schématique. Il y a des films de guerre qui vont finalement valoriser l'héroïsme des personnes faisant la guerre, ou le courage, enfin un certain nombre de valeurs individuelles et collectives. Il y a même des films qui, finalement, en montrant la guerre en train de se faire, ne peuvent pas ne pas esthétiser la guerre au cinéma. Et donc, d'une certaine façon, le film de Cameron n'échappe pas à cette dimension-là. Il y a une façon d'esthétiser la guerre, avec des scènes de bataille qui sont époustouflantes, avec des moments, voilà, avec des armes qu'il avait imaginées, des véhicules, Et dans le même temps, il y a aussi des films de guerre qui ont développé des approches plus critiques, qui critiquaient par exemple la hiérarchie militaire, qui critiquaient la violence militaire, voilà, des films qui, au moment, par exemple, de la guerre du Vietnam, font émerger l'idée que, en fait, il n'y a pas que des valeurs positives dans la guerre, il y a aussi des attitudes très violentes qui brisent à la fois les militaires, mais évidemment, il y a une violence qui est exercée d'une façon inouïe sur les personnes qui sont victimes de la guerre. Et dans le film de Cameron, il y a aussi, en quelque sorte, présent dans ce film ce caractère un petit peu critique en fait par rapport à la guerre, puisque il y a certaines scènes où il va par exemple faire un gros plan sur des personnages qui naviguent, qui expriment leurs émotions face à la catastrophe, à la destruction de l'arbre par les militaires au début, qui face à la destruction des environnements vont aussi exprimer une grande détresse. Et donc il y a plusieurs fragments en fait où on donne à voir non pas la guerre dans ce qu'elle a de plus entre guillemets grandiose, ou même je dirais d'incarnation d'idées stratégiques, ou parce qu'on voit bien qu'il y a des moments, des retournements de situation. Donc tout ça met en avant quand même une sorte de vision positive de la guerre comme étant un lieu où les techniques et l'intelligence se développent pour essayer de remporter le combat. Mais à côté de ça, il y a aussi des moments où on voit davantage apparaître la souffrance, les blessures, des personnes qui meurent. Et donc c'est un peu une forme d'ambivalence du film, et je me pose la question à la fin du chapitre 4, justement, de la trace que laisse un tel film. Qu'est-ce qu'on retient ? On retient beaucoup de scènes d'harmonie, de scènes où justement on promeut le contact avec la nature. Il y a des scènes très planantes, à la fois dans les airs mais aussi dans les océans. Donc on retient ça. Alors qu'il y a des scènes aussi qui sont d'une grande violence, avec des flèches qui transpercent les corps, avec des explosions. C'est une dernière occasion de montrer que le film est vraiment un film qui correspond à notre époque. La guerre, la question de la diversité culturelle, la question des biotechnologies, la question de la protection ou au contraire de la destruction des systèmes écologiques, et de l'articulation entre vie artificielle et vie naturelle. Toutes ces questions, elles sont au cœur d'Avatar. Elles sont en quelque sorte agrégées, articulées dans un scénario qui présente toutes ces dimensions. Et en fait, elles font écho aux questions contemporaines qui, en fait, taraudent les humains dans beaucoup de sociétés. Et c'est aussi des questions qui sont des objets de recherche pour les anthropologues qui travaillent dans le domaine de l'anthropologie de la vie. Merci. Comme vous venez de le dire, les films Avatar ne laissent pas indifférents et sont de très bons médiateurs en fait pour penser les enjeux de nos sociétés. Peut-être qu'on peut dire un dernier mot sur l'effet que ces films ont sur nous et sur notre réception ? Oui, non, merci beaucoup pour ces questions qui sont vraiment très, très pertinentes, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ce film retient l'attention, pourquoi on en parle, pourquoi il suscite aussi des commentaires dans la presse, des critiques, dans des revues de sciences aussi, pourquoi est-ce qu'il y a un effet de buzz, pour le dire vite. Alors déjà par rapport à ça, moi je clarifie un point dans le livre, mais je le redis ici. Ma question n'est pas de savoir si Avatar est un bon ou un mauvais film. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut effectivement critiquer. Il y a des critiques qui ont pu
être faites par rapport à tel et tel point des scénarios. Donc moi je ne suis pas là pour évaluer vraiment le film dans sa qualité, mais en revanche cette dimension anthropologique, l'effet que le film produit en fait sur... alors les vies individuelles c'est toujours difficile de se prononcer, mais disons il y a un effet collectif qui est évident et qui se traduit en fait dans de nombre de gens qui ont payé leur place pour voir le film. Et là, moi, je dirais qu'il y a une caractéristique assez propre au film, c'est qu'il va au bout à travers la technologie en fait mise en place pour réussir à capturer des mouvements et des émotions et des expressions chez les acteurs. Il arrive à créer un monde qui est extrêmement vraisemblable. Et donc, il y a une sorte de capacité en fait à rendre fluide le passage de l'acteur à l'image qui est produite. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui se produit dans les salles, puisque avec les conditions en fait de visionnage, avec la 3D, les spectateurs sont comme immergés dans cet univers. Et bien dans Avatar, il y a quelque chose un peu similaire, c'est qu'on est immergé dans un univers où des formes de vie un peu... une façon de vivre différemment en fait est expérimentée. Donc je dirais que ça c'est un des effets sociaux, c'est que ça nous parle en fait de la période, de l'époque anthropologique dans laquelle finalement nos vies elles sont augmentées ou démultipliées par le rapport à des écrans, à des dispositifs immersifs. Et probablement on est au début de cette époque-là, à la préhistoire. Ça c'est le premier point. Deuxième point, et c'est aussi ça qui est troublant, c'est que le film a été donc l'objet de beaucoup de discussions et d'interprétations, comme si l'effet de réel visuel était aussi un effet de réel social, et comme s'il fallait qu'on prenne position en se demandant si Avatar est un film qui promeut l'écologie ou pas, si il a des positions adéquates en termes de genre ou bien de racisme, etc. Et donc beaucoup de discussions en fait ont été produites autour de ce film, et comme s'il existait, et qu'en condamnant ou en valorisant ce qui s'est passé, c'est la même chose que si on décrivait quelque chose qui se passerait dans une ville française. Donc ça, c'est un autre effet que je trouve assez intéressant, qui en dit long en fait sur quoi ? Sur le pouvoir de la fiction. Alors là, très spécifiquement, il y a un pouvoir aussi qui est très troublant et qui implique une question massive anthropologiquement, c'est qu'on voit, c'est au cœur du livre et de son titre, on voit en fait des faits qui se produisent sur une autre planète, sur Pandora. Et tout en voyant des choses qui se passent sur une autre planète, tout est fait pour nous conduire à réfléchir sur notre planète à nous, en fait. Et donc, c'est une des thèses du film, qui est aussi en fait la thèse défendue par le réalisateur, c'est de dire qu'en montrant une autre planète, eh bien, on a une position de réflexivité sur notre propre histoire, sur notre propre relation à la nature. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez inédit qui utilise en fait un miroir un peu déformant, puisque cette société Na'vi, elle n'est pas complètement humaine, elle est très différente, mais qui nous permet de nous poser la question de savoir comment est-ce qu'on habite notre planète. Et c'est peut-être le point sur lequel je voudrais conclure, puisque la notion d'habiter, en fait, dans l'ouvrage, je l'envisage à partir de plusieurs significations. La première, c'est déjà en référence aux travaux en astrophysique. Il y a une notion qui s'appelle la zone d'habitabilité, qui décrit en fait le fait que certaines planètes, des exoplanètes qu'on découvre autour d'autres étoiles que le Soleil, eh bien, si elles sont ni trop près ni trop éloignées de leur étoile, eh bien, la possibilité qu'on y trouve des conditions de vie similaires à celles de la vie est suffisante pour que on considère que ça vaut le coup de regarder plus précisément ces planètes qui sont dans la zone d'habitabilité. Alors ça c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, la question de l'habitat est une notion qui a été aussi employée en écologie, avec cette idée que chaque espèce vivante vit dans des habitats différents. Et puis la question de l'habiter, évidemment, fait référence d'une façon très, très précise aux activités architecturales. La façon d'habiter le monde, c'est aussi de créer des habitats, de fabriquer des habitats. Et là, très clairement, il y a une opposition dans le film entre ce que je vous disais, l'habitat urbain qui est l'habitat humain qui est vraiment un habitat qui est très artificialisé, qui crée des systèmes clos, et l'habitat des Na'vi qui se caractérise par une intégration
à un environnement proche, mais aussi finalement un environnement planétaire. Et on pourrait dire que l'habitat des navis tire le meilleur parti de l'habitabilité de la planète, puisque il n'y a pas besoin de chauffer, il n'y a pas besoin de... Voilà, tout est finalement conforme à cette façon d'habiter la planète. Et donc, on a une vision un petit peu contrastée entre une manière d'habiter notre planète sur Terre en démultipliant l'artificialisation, et c'est ce qui a conduit, nous dit le film, à la destruction de la Terre. Et il y a une manière d'habiter la planète qui vise à être au plus près de l'habitabilité de cette planète, d'être plus calé en fait sur les rythmes à la fois solaires mais aussi les rythmes biologiques, et c'est évidemment le mode de vie des navires. Et donc là il y a clairement une sorte d'effet de miroir, et on voit qu'il y a deux stratégies pour habiter le monde. Celle des humains, à un moment ils le disent très clairement, ils disent dans le 2e épisode, désormais il ne s'agit plus simplement de venir extraire des choses, il s'agit de transformer la planète pour en faire une nouvelle maison, un nouveau chez nous. Et cette activité, on l'appelle la terraformation. Et ce que je propose dans le bouquin, c'est de dire que, en vérité, cette idée d'une terraformation est une terradéformation, puisque ce qui s'est passé sur Terre, c'est que, en voulant artificialiser le monde, les humains ont abouti à une situation dans laquelle, eh bien, la Terre devient invivable. Et donc, voilà, si le film nous amène à réfléchir, c'est justement à l'idée que peut-être que pour bien habiter la planète, il faut ne pas vouloir tout transformer, ne pas vouloir tout contrôler, mais au contraire, avoir une action humaine, collective, individuelle, qui s'articule en fait à des conditions d'habitabilité qui sont à la fois planétaires, mais qui s'incarnent à chaque échelle et dans tous nos milieux de vie. Pour rappel, le livre « Comment habiter notre planète, une lecture d'Avatar » est disponible en librairie. On mettra en description toutes les sources citées dans cet épisode. Merci à Péric Pitrou, directeur de recherche CNRS à la Maison française d'Oxford et au laboratoire d'anthropologie sociale, au sein duquel il dirige l'équipe de recherche Anthropologie de la vie. Et merci à vous de nous avoir écoutés, et on se retrouve bientôt sur Entrevue, le podcast du laboratoire d'anthropologie sociale.